cette énergisation accrue? J'aimerais en avoir d'autres éclaircissements. D'accord. Tout à l'heure, j'ai parlé des dangers que pouvait causer une descente d'énergie ou encore une captation trop forte d'une énergie qui n'était pas en résonance avec la personne ou avec l'ego et qui pouvait amener une personne à être brûlée, c'est-à-dire ça pourrait peut-être aller, disons, jusqu'à une combustion spontanée, mais là, c'est des cas extrêmement rares, étant donné qu'il y a plusieurs causes aux combustions spontanées. Mais la personne peut psychologiquement et même physiquement sentir des perturbations qui peuvent l'amener même jusqu'à une espèce de folie. Maintenant, l'énergie que moi, je dégage, celle avec laquelle je travaille, comme tout à l'heure, j'ai expliqué, en ce qui me concerne moi, dans les conférences du vendredi, c'est-à-dire les conférences ouvertes au grand public, il n'y a aucun danger parce qu'il y a plusieurs moyens de canaliser l'énergie que l'on émet, que l'on transmet. Il y a plusieurs moyens qui vont me permettre de m'assurer que personne ne va être perturbé par mon énergie. Évidemment, une personne qui suivrait une de mes conférences et qui la suit selon son propre rythme de perception, c'est-à-dire une personne qui rentre dans la salle avec en avant d'elle son chariot de connaissances et de bagages qu'elle vient opposer à ce que moi je vais dire, bien là, évidemment, ce que je vais dire, ça pourrait faire voler en éclats tout son chariot. Mais au niveau énergétique, il n'y a aucun danger. Cette personne qui aurait son grand chariot balayé en éclats, elle ne reviendrait sans doute plus me voir, mais il n'y aurait aucun problème, ni dans sa psychologie, ni dans sa matière vitale ou physique, ni au niveau mental. Une personne qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir s'ouvrir à une trop forte dose d'énergie? Avec moi, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que les mécanismes de l'ego qui vont permettre à cet ego de pouvoir s'ouvrir à une forte dose d'énergie sont des mécanismes d'ordre surtout spirituel ou religieux. Une grande foi peut être dangereux. C'est-à-dire que si vous êtes captivé par l'énergie émise par une sphère astrale, un crucifix, une image, un prêtre, un maître, un gourou, un livre, lorsqu'on est captivé, c'est-à-dire lorsqu'on se met dans un état de réceptivité dangereuse, lorsque plus rien ne peut empêcher cette énergie de rentrer, tout ce qui va sortir de cette chose, nous l'acceptons 100% sans jamais opposer notre propre énergie. Donc, lorsqu'on a une foi écœurante, disons plus poliment, une foi extraordinaire envers quelque chose, bien, on risque à un moment donné d'être consumé, c'est-à-dire de se voir complètement perturbé. La personne qui a une immense foi en quelque chose, elle va, de toute façon, à un moment donné, finir par voir comme la compréhension. Une foi, c'est lorsqu'on met une importance terrible dans une compréhension, c'est-à-dire que l'on décide que cette compréhension est la vérité même et on attache de l'importance à ce que cette vérité reste la vérité, même si c'est une illusion. Donc, lorsqu'on a une trop grande foi, on n'oppose plus jamais de mécanisme de filtration aux énergies qui viennent. Et à un moment donné, on va être capable, et ça c'est de la magie noire, on va être capable d'arriver à faire en sorte que tous nos mécanismes de protection, nos filtres, vont lentement disparaître. Les filtres qui pourraient filtrer cette énergie. Donc, à un moment donné, illumination totale, ce qu'on pourrait aussi appeler ésotériquement consommation, quand l'illumination regarde certaines formes d'énergie, surtout les énergies d'ordre astral, c'est-à-dire des énergies d'ordre spirituel ou religieux. Une personne qui essaie, par exemple, de me suivre, de me diviniser, ou qui essaie de tout prendre ce que je dis, de toute façon, elle ne le peut pas parce qu'elle va s'endormir avant. Et en plus, les messages ou la compréhension, ce que moi je transmets, n'étant pas d'ordre spirituel, c'est-à-dire que ça n'a pas comme fonction d'enguirlander, de ramasser des disciples, de ramasser personnes. Hein? On a eu une conférence où j'ai envoyé chez tout le monde, et il y en a plusieurs qui m'ont remercié par après parce qu'ils étaient constipés depuis un bout de temps. Disons que, de temps en temps, mon travail n'étant pas, justement, d'énergiser de façon à ce que vous restiez assujettis à moi, mon énergie ne peut pas être dangereuse pour personne. Les mots que j'emploie de temps en temps vont brasser un peu, mais ils sont toujours calculés de façon à ne pas perturber de manière irrémédiable une personne. Donc, le fait de m'écouter, moi, en conférence,
le fait d'être énergisé par l'énergie que je peux transmettre, qui n'est pas mon énergie, qui est de l'énergie qui se passe un peu partout dans l'air et qui, par mon intermédiaire, va, disons, se densifier un peu plus au niveau de la salle et vous allez pouvoir en bénéficier. Cette énergie n'est pas dangereuse. C'est de l'énergie intelligente. Et l'énergie intelligente, je le répète, n'est pas et ne peut être assujettie par l'homme. L'homme ne peut contrôler l'énergie intelligente que s'il a l'intelligence de la contrôler. Donc, l'homme qui est en relation, qui est en contact avec cette énergie, peut, en collaboration, contrôler cette énergie. Ce qui fait que l'énergie que moi je transmets étant de l'énergie intelligente, jamais elle ne tentera de venir vous assujettir, de venir transformer votre schéma de compréhension à votre insu. Elle ne pourra, et c'est son travail, elle ne pourra qu'augmenter votre niveau vibratoire au niveau mental seulement, et non pas au niveau de l'astral. La personne qui me rencontre en particulier, elle a plus de danger de me rencontrer en particulier que si elle me rencontre en conférence. Pourquoi? Parce que son ego est immédiatement face au mien. Et selon l'énergie qui m'habite, je peux, disons, connaître à la perfection son ego, je la déshabille, et cette personne va sentir certains malaises si elle vient me rencontrer, par exemple, pour régler un problème particulier. La personne qui n'est pas prête à me rencontrer, je me dois de refuser de la rencontrer en privé parce que là, il pourrait y avoir certains dangers. Et étant régi par une énergie intelligente, je me dois donc de ne pas rencontrer certaines personnes en particulier. Ce n'est pas parce que je ne sais pas vivre, c'est justement parce que je sais vivre. Donc, l'énergie que moi j'émets ou l'énergie qu'un conférencier d'ordre supramental va émettre n'est pas une énergie dangereuse parce que le conférencier sait ce qu'il fait et il est capable de doser ce qu'il émet. Les mécanismes qui vont être dangereux sont lorsque l'on s'attaque, lorsque l'on veut avoir une illumination qui pourrait venir nous sécuriser, et lorsque l'énergie qui peut venir nous faire du mal, c'est une énergie que l'on considère comme étant une énergie bénéfique, et lorsque cette énergie est une énergie qui a besoin d'un corps pour s'exprimer, une énergie de type astral, une énergie qui est d'accord pour venir vous sécuriser, alors là, il y a un danger. Lorsque l'on prie trop ou trop mal, lorsqu'on a certaines croyances exagérées, lorsqu'on a une foi en quelque chose, ou dans ce mécanisme, dans ce processus d'évolution, on bannit toute forme de doute possible, ben lorsque l'énergie rentre, elle peut faire mal. Lorsque l'on a des doutes, lorsque l'on ne remet pas notre entière personne dans cette foi, il y a beaucoup moins de danger. Différentes formes d'énergie de type astral peuvent nuire. En ce qui concerne ce que moi je fais comme travail, ce n'est pas de l'énergie astrale. Il y a de l'énergie astrale émise par certaines personnes de la salle, mais pas par moi-même. Donc, il n'y a aucun danger en ce qui concerne mes conférences. Est-ce que la dose d'énergie reçue lors d'une conférence est proportionnelle à la quantité d'attention intellectuelle présente chez la personne à ce moment? Absolument pas. La quantité d'attention que la personne émet, elle est proportionnelle à la quantité d'énergie que l'ego peut suffisamment donner à la personne pour qu'elle puisse rester en éveil de façon à pouvoir suivre le cheminement de la conférence d'une façon intellectuelle. C'est l'expérience que vous menez. Et suivre la conférence d'une façon intellectuelle, c'est extrêmement bon parce que cela vous amène de l'information qui, à un moment donné, lorsque vous aurez l'énergie, va pouvoir se transformer en compréhension. L'autre mécanisme, c'est un mécanisme vibratoire, ce qui fait que vous dormiez, que vous soyez dans la Lune ou dans la planète Mars, que vous soyez attentif ou non, cela n'influence rien les apports d'énergie. Si l'énergie qui est émise par l'orateur est en résonance avec l'énergie de l'auditeur, automatiquement, l'énergie va pouvoir hausser le taux vibratoire du corps mental de la personne. Si la personne n'est pas en résonance avec l'orateur, l'énergie ne fera rien, elle ne tentera rien parce qu'elle n'a pas besoin de se prouver, parce qu'elle n'a pas besoin d'enguirlander, parce qu'elle n'a pas besoin de forcer la compréhension. Donc, quel que soit votre état, c'est votre forme de présence énergétique qui va déterminer la captation de l'énergie de l'orateur. Et ce n'est pas l'attention, ce n'est pas rien d'autre,
Si vous n'êtes pas en résonance avec l'orateur, l'énergie que j'émets ne pourra pas rien faire chez vous. Malgré que si vous n'êtes pas en résonance, vous pouvez quand même capter l'information d'une façon intellectuelle, ce qui peut être bénéfique de toute façon. Rien n'est forcé, rien n'est imposé. L'attention intellectuelle capte l'information et l'attention énergétique capte l'énergie. Et les deux sont totalement séparés. On va en faire une petite jaune avant, c'est là. Une crispation au plexus lors des conférences, ça peut être dû à quoi? 1 million d'hommes, 1 billiard de problèmes. Lorsque on a des crispations, disons au niveau du plexus, pour prendre cet exemple, cela peut être causé par plusieurs choses. Alors, ce n'est pas ma fonction de décider qu'est-ce que c'est qui se passe chez vous. Chose qui est certaine, c'est que l'énergie qui rentre va causer certaines perceptions tangibles dans la matière physique, comme dans la matière vitale, comme dans la matière psychologique ou astrale et dans le mental. Maintenant, l'opposition que l'ego, que l'astral de l'individu peut faire à l'énergie que moi je vais émettre, ou à l'énergie mentale ou supramentale, peut créer dans certains carrefours d'énergie ou chakras, dont le plexus solaire, certaines crispations qui pourraient être transmises, c'est-à-dire qui pourraient s'exprimer par le corps physique, et là, automatiquement, elle est perceptible par les sens de l'être. Alors, ce qui fait que, qu'est-ce qui peut causer ces crispations? Cela peut être une trop grosse tension psychologique qu'on essaie de mettre pour pouvoir suivre, c'est-à-dire qu'on ne veut pas dormir, soit parce qu'on a payé 7 $ et on calcule qu'on va perdre, soit parce que c'est trop intéressant, soit pour un paquet de raisons. Mais ça peut être aussi une crise de l'ego, c'est-à-dire une lutte que l'ego va essayer d'opposer à l'entrée d'énergie, parce que sachez bien que plus vous allez devenir intelligent, moins vous allez être assujetti à vos émotions. Vos émotions vont rester présentes que lorsque ce sera intelligent qu'elles soient là. Donc, l'ego, qui voit sa sécurité, qui voit sa base, sa structure fondamentale, légèrement entaillée par l'énergie supramentale qui commence à pénétrer, peut opposer une lutte, et cette énergie de lutte peut s'exprimer aussi par des malaises de type physique. Il n'y a aucun danger, sauf, évidemment, si ce malaise au niveau du plexus, si le malaise au niveau du plexus se situe en dessous du sternum, et qu'en réalité, vous faites de l'angine de poitrine, ce qui n'a aucun rapport avec moi-même. Comment s'énergiser? Comment canaliser nos énergies? Comment se fait-il que dans ma vie professionnelle, exemple en relation d'aide, je conserve mes énergies et que dans ma vie affective, je les perds continuellement? Voilà un homme normal. Pour la simple raison que dans une vie professionnelle, normalement, dépendant évidemment de la vie, le contrat moral que nous avons entre les personnes avec qui nous travaillons est un contrat moral qui est totalement différent que celui que nous avons avec notre famille. Autrement dit, parce que nous sommes mariés, ma femme s'imagine que je suis obligé de faire telle chose, et moi de même. Au niveau du travail, alors, ce n'est pas nécessaire que ma secrétaire trouve ma nouvelle cravate belle. Ce n'est pas nécessaire que tout le monde me parle de mes nouveaux souliers, de ma nouvelle coupe de cheveux, mais c'est nécessaire que ma femme ou ben non mon mari en fasse une remarque. Le contrat, c'est-à-dire et sachez bien que ce contrat-là qui vous pue au nez, c'est vous qui l'avez permis. Ce contrat qui est créé, c'est à partir de celui-là que l'autre va décider de quelle façon elle devra vivre sa relation avec vous. Dans les débuts de la vie affective, on essaie, pour se faire mutuellement plaisir, de se donner certaines choses, de créer un cadre familial qui va nous plaire. Mais c'est un jeu. Et lorsque la sécurité du cadre familial est installée, bien, le jeu, on s'entame. Mais si moi, j'ai passé la première année de mon mariage à offrir une rose tous les jours à ma femme, je devrais y en offrir toute ma vie. Et c'est la même chose pour ma femme. Si elle me prépare mon souper chaque fois que j'arrive de travailler, et c'est toujours extraordinaire, la journée que le souper ne serait pas prêt, après un certain nombre d'années, ça ne va plus.
elle m'habitue à la traiter comme je la traite. Et moi, j'habitue ma femme ou mes enfants à me traiter comme ils me traitent. C'est moi qui le détermine. Chaque fois que la mère rentre dans la chambre des enfants, fait le lit des enfants, ramasse toutes les choses cachées en dessous du lit et fait un bon ménage, la journée qu'elle va dire aux enfants, faites le ménage, les enfants ne le feront pas, parce qu'il y a un laps de temps où ils devront s'habituer à le faire. Pendant ce laps de temps, si la mère fait le ménage quand même parce que ils l'ont pas fait, puis j'aime pas ça une chambre qui est en désordre, elle dresse les enfants à ne pas faire le ménage, parce qu'ils savent qu'elle va crier un peu, puis qu'elle va faire le ménage. Et au bout d'un certain nombre de temps, bien là, elle peut crier après le père qui ne s'en occupe pas, elle peut chialer, elle peut ne pas comprendre, mais le contexte familial, de même que le contexte professionnel, il est créé par celui qui le subit. Et la première minute d'une rencontre entre deux personnes, c'est primordial, parce que c'est surtout à partir de là que va découler le reste de la relation. Moi, je rencontre une personne et je suis automatiquement familier. Mais si lui, c'est quelqu'un qui veut me vendre quelque chose, à un moment donné, il va arriver avec ses affaires, puis je ne pourrai pas faire autrement que de... Bon. Le contexte professionnel, il est ajusté par la manière que nous, on s'exprime. Mon patron va me respecter comme je vais lui montrer à me respecter. La première fois que mon patron me dit « Hey, tu pourrais-tu passer le balai ici, c'est un petit peu sale. » Toi, tu lui dis « Présentement, je peux pas, j'ai la diarrhée. » Bon. En réalité, tu es comptable et tu ne veux pas faire le ménage. Si chaque fois tu as la diarrhée quand le patron te le demande, il va finir par le demander à un autre. Il va finir aussi par te dire, dis donc, quand je te demande ça, si tu passes ta diarrhée, ben non, parce que tu vas le faire. C'est sûr que si tu dis au patron, moi je suis engagé pour être comptable, je fais rien d'autre, ça peut être bon. Maintenant, si tu es syndiqué, c'est très facile. Mais il y a des moyens d'arriver à habituer l'entourage professionnel à nous traiter comme nous le voulons. Et évidemment, si on est impoli avec le monde, ils vont être impolis avec nous autres. On les habitue à nous traiter. Chaque fois qu'une personne souffre dans une relation professionnelle ou familiale, c'est toujours parce qu'elle essaie de changer ce qu'elle-même elle a instauré. Et on l'instaure toujours à l'insu de ceux qui par après vont nous faire souffrir et qu'on va vouloir transformer. Et si je vous dis ça, il y a un danger, celui de vous culpabiliser. Et je précise bien que la culpabilité est une aberration évolutive qu'on ne doit pas vivre. Vous avez habitué l'entourage à vous traiter comme il vous traite. C'est à vous de les habituer à les traiter d'une autre façon. Mais ne sachant pas comment la psychologie de votre entourage fonctionne précisément, vous ne pouvez pas les transformer. Par contre, vous pouvez vous transformer pour arrêter de souffrir ces choses-là. Mais de toute manière, vous culpabiliser, c'est une absurdité, c'est stupide. Ce qui est fait, et ce qui va être fait sera fait, et on se fout du reste. Mais c'est extrêmement important de bien comprendre que le contexte professionnel, il est bâti comme vous l'avez voulu. Moi, j'ai travaillé dans différents domaines et j'ai toujours eu des véhicules neufs, les plus propres, les mieux équipés. Parce que mon véhicule restait propre, neuf, et l'équipement, je m'en servais. On a d'autres personnes qui travaillaient, qui demandaient des choses et qui n'avaient rien. Parce que les employés ont habitué le patron à les traiter comme il voulait. Et même si ce n'est pas ce que vous voulez, c'est ce que vous communiquez. Et qu'est-ce qu'il y a de réel dans l'échange entre deux personnes? Ce n'est pas ce qui est pensé, c'est ce qui est communiqué. Même si vous ne pensez pas que votre femme ou votre mari, que votre conjoint est complètement stupide, bien, si vous le dites, c'est dit. Ce que vous exprimez au niveau du travail, au niveau de la vie familiale, bien, c'est de cette façon-là qu'on va vous traiter. Vos enfants vont vous respecter si vous êtes respectable. Vos enfants vont vous honorer si vous êtes honorable. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose pour les habituer à, il n'y a aucun problème. Si vous les forcez pour une morale psychologique, une espèce de regain d'énergie que vous ressentez lorsque votre enfant vous dit « vous », au lieu de dire « papa » ou « toi », ben, c'est de vos affaires. Mais ce n'est pas, à l'adolescence, ce n'est pas pour ces raisons qu'il va vous respecter plus. Au niveau de la vie familiale, c'est comme la vie professionnelle, on bâtit le cadre. Maintenant, on veut le changer. On ne connaît pas les lois
qui régissent la construction du cadre et on veut changer le cadre. Donc, on émet encore ce qu'il ne faut pas émettre avec une idée qui peut être correcte et on continue à empirer le cadre. Je répète que accepter l'incompréhension chez les autres, c'est déjà le premier point pour accepter nos propres problèmes. Et le travail de changement de l'humanité, du cadre familial ou du cadre professionnel, commence lorsque nous autres, on commence à changer. Votre femme, elle est X, elle est Y. Changez-vous. Et méritez ce que vous allez devoir, ce que vous voulez avoir, vous allez l'avoir. Et le mériter, cela ne veut pas dire le mériter selon vos propres critères. Ça fait 3 fois que je rentre à l'heure. Je mérite qu'elle me donne un cadeau. Non. L'autre, quand l'extérieur commence à se transformer, c'est parce que vous le méritez. Et les lois d'énergie ne sont pas régies par l'homme. Vous devenez physiquement prêt, il y a une forme d'énergie qui vient vous habiter. Vous exprimez différentes choses, l'entourage va changer. Et c'est régulier. Le patron change. Évidemment, l'orgueil, l'ego, nuit à ce changement. L'ego des deux parties. Le conjoint refuse le changement de son conjoint. Puis ce qui se passe, c'est bien fait à soir. Bon, en partant, on a un problème. Mais si vous voulez faire la transformation, il faut simplement voir entre deux choses. Avoir raison ou arriver à votre objectif. Pour arriver à l'objectif d'une façon mentale, l'ego ne doit jamais s'interposer. Et c'est vous qui déterminez donc le cadre dans lequel vous vivez, c'est normal. Et cela fait partie de l'évolution de l'homme, de l'apprentissage expérientiel de l'homme, c'est-à-dire que vous créez toujours le contexte dans lequel vous avez le plus besoin d'évoluer. Et ce contexte va vous apprendre ce que vous avez le plus besoin d'apprendre. Si je serais millionnaire, je pourrais... Non, si tu serais millionnaire, si tu pourrais, tu serais millionnaire. Tu n'es pas millionnaire, tu ne peux pas. On s'imagine. Non. Le cadre dans lequel on évolue, on l'a créé parce qu'on ne comprenait pas les lois régissant ces cadres. Ne comprenant pas ces lois, on crée le cadre comme il est, et ce cadre va nous faire souffrir de façon à nous pousser à comprendre ces mécanismes pour recréer un cadre qui ne nous fera pas souffrir. Donc, on crée le cadre qui nous amène à évoluer. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on manque d'énergie? N'est-elle pas toujours là? Lorsque l'on manque d'énergie, selon la question, ce que moi je perçois, c'est lorsque l'on est fatigué ou lorsqu'on n'a pas de volonté de faire quelque chose, lorsqu'on est paresseux. On a vu dans plusieurs conférences antérieures que, et surtout dans la conférence de la guerre des égos, qu'à un moment donné, la psychologie de l'homme, l'ego, essayait de vibrer à certains rythmes. Elle essayait de s'exprimer pour pouvoir s'auto-énergiser. Plus vous vous dites que vous êtes beau, plus vous croyez que vous êtes beau. Donc, vous vous exprimez et vous vous auto-énergisez. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, l'ego manque d'énergie et ce n'est pas vous. Vous ne pouvez pas savoir quand l'ego manque d'énergie. Les seules fois que vous pouvez savoir quand l'ego manque d'énergie, c'est lorsque le mental peut s'exprimer clairement et que tout va bien. Mais lorsque l'ego manque d'énergie, l'ego, c'est l'identification intime de l'homme, c'est vous, et automatiquement, l'ego, pour ne pas se sentir insécure, puise de l'énergie, soit dans le niveau mental, soit dans le niveau vital. Et lorsque, et c'est plus facile de puiser de l'énergie dans le niveau vital parce qu'il a moins de défense étant donné que c'est un niveau plus bas, lorsque l'astral, lorsque l'ego puise dans l'énergie vitale, il affaiblit l'énergie vitale. Et l'énergie vitale est ce qui anime le corps. Lorsque vous manquez d'énergie, vous manquez d'énergie vitale. Le sommeil peut vous amener cette énergie vitale qui manque. La nourriture peut vous en amener. La respiration va vous en amener. Mais surtout, l'arrêt de ce gaspillage d'énergie. Donc, lorsqu'on manque d'énergie, c'est simplement parce qu'on a un gaspillage excessif qui est causé par la perturbation de l'astral dans un plan d'énergie différent. Et c'est pour cela que nous manquons d'énergie. Vous restez couché continuellement, vous restez couché de vitam aeternam et vous dormez. Et plus l'on dort, plus l'on fatigue à un moment donné. C'est normal, parce que le corps physique a besoin, pour pouvoir faire circuler son énergie sanguine, de mouvement. C'est pour cela que nous bougeons la nuit. Mais le corps physique, lorsqu'il est reposé, c'est-à-dire que lorsque la dose d'acide lactique, entre autres,
à l'intérieur des muscles a été éliminé par le sang et détruit par le foie, le corps physique est frais et dispo. L'énergie vitale, elle peut se réénergiser lors du sommeil par captation d'énergie tellurique, l'énergie, disons, lunaire, et le jour, elle va se réénergiser par la captation d'énergie solaire, yin et yang, le yin pour la nuit. Mais ce qui va arriver, c'est que plus l'on dort, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que l'entité astrale finit par s'extra-conscientiser, disons que dans un langage plus populaire, on appelle ça un voyage astral, et l'astral, lorsqu'il s'extra-conscientise, c'est-à-dire lorsque la conscience de l'astral peut avoir contact avec des plans astraux extérieurs à l'âme individuelle, donc à un plan collectif, familial ou planétaire, il fait un voyage astral et dans une certaine région très localisée de l'astral, il y a un endroit astral où l'énergie qui est là réénergise d'une façon complète l'entité astrale. L'astral revient donc et la personne se réveille frette et dispo. Mais si, lors de son sommeil, elle ne va pas dans cette région de l'astral, elle se réveille après 12 heures de sommeil et psychologiquement, elle n'est pas reposée. Mais ce qui arrive, c'est lorsque l'astral s'est reposé et qu'il revient, la conscience revient localisée au niveau du cerveau, ce qui arrive, c'est que si la personne continue à vouloir dormir, elle est paresseuse parce qu'elle manque d'énergie vitale, ce qui va se passer, c'est ceci. L'extra-conscientisation de l'astral va se poursuivre parce que la personne continue son sommeil, mais cette conscience astrale n'ira pas dans cette région énergétique parce qu'elle est déjà énergisée. Pour pouvoir supporter ce voyage astral excédentaire, une personne qui dort 3, 4, 5 jours, qui dort 12, 15, 20 heures par jour, pour pouvoir le supporter, la psychologie astrale, l'astral devra puiser dans l'énergie vitale pour pouvoir se payer le luxe de voyages supplémentaires réguliers. Donc, quand on se réveille, on est amorphe. On manque de plus en plus d'énergie, ce qui fait que lorsque l'on dort trop, on perd en énergie. Le manque d'énergie, c'est lorsque l'astral, de plusieurs façons, vient puiser dans l'énergie vitale, surtout pour pouvoir continuer à s'amuser, à s'exprimer, et on se sent en perte d'énergie. On n'aime pas ça, on a peur, et on continue à puiser dans l'énergie vitale pour essayer de renforcer notre psychologie, notre identification égoïque, et on continue à manquer d'énergie. Un autre phénomène du manque d'énergie. Phénomène apparent du manque d'énergie, c'est lorsque vous êtes hyper énergisé à un moment donné. Vous vous réveillez un matin, c'est extraordinaire, vous vous êtes jamais senti aussi bien. C'est parce que pendant votre sommeil, certaines formes d'énergie supérieure ont pu venir ajuster des choses chez vous. Vous êtes vibratoirement plus énergisé. Vous vous levez à 8h15 et à 8h27, paf, pouf, plus rien. Là, d'un coup, tout part, tout tombe, là, on ne comprend plus. C'est simplement que vous êtes revenu à votre état normal, mais vu que vous vous êtes levé avec un état supérieur, la différence de potentiel entre l'état supérieur et votre état normal fait que vous avez l'impression d'être descendu complètement en bas. Psychologiquement, on mange un coup, on ne comprend pas, puis là, on gruge notre énergie vitale pour descendre encore plus bas. C'est l'autre moyen de perdre de l'énergie. J'en ai une ici qui est collée directement à ce que tu dis, là. Que se passe-t-il quand, après être très énergisé et une nuit de sommeil, tu te réveilles complètement à plat? Vu que l'on n'est pas conscient du travail sur d'autres plans et où l'on va, comment savoir comment ne pas perdre cette énergie? Bon, la réponse à cette question pourrait être donnée comme suit. Différentes techniques, différentes possibilités existent, sauf que la personne doit apprendre ces techniques, elle doit pratiquer certaines choses pour pouvoir arriver à balancer ses doses d'énergie. Ici, on a un cours qui est le programmètre contrôleur qui permet certaines choses et j'imagine bien qu'à l'extérieur du centre, on a sans doute différentes techniques qui permettent aussi ce genre de choses. Vous savez que lorsqu'on est trop énergisé, simplement prendre une sandwich au beurre de peanut, c'est suffisant pour abaisser le taux vibratoire. Prendre la boisson aussi, mais c'est moins dangereux que le beurre de peanut. Une douche d'eau froide, une douche d'eau chaude, fait certaines choses aussi. Lorsqu'on est extrêmement énergisé et que l'on dort, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe simplement que la psychologie, l'astral, va essayer, elle aussi, de comprendre en même temps que le mental, et elle va essayer, tout au long de la nuit, de pouvoir faire des connexions entre les différentes informations. Et je répète que la compréhension est un niveau d'énergie. Lorsque vous êtes énergisé,
Il y a des transformations qui se passent chez vous. Ces transformations peuvent être copiées par l'astral qui va donc vous épuiser, mais ces transformations peuvent aussi demander l'aide d'énergie inférieure, d'énergie vitale, d'énergie physique, d'énergie astrale, d'énergie mentale, parce qu'il y a une transformation réelle qui s'opère dans l'être qui dort. Et le lendemain matin, vous n'avez pas dormi, vous avez passé la nuit à travailler. Et là, c'est normal qu'on se sente épuisé. Évidemment, l'homme peut, par différents processus, par différentes techniques, arriver à pouvoir balancer ses doses de travail, et il doit le faire. Sinon, il va s'en aller vers une phase de conscientisation initiatique qui devient de plus en plus douloureuse, et la majorité des premiers qui ont commencé à suivre un chemin de conscientisation mentale ont souffert justement de ce travail de nuit. Ce travail de nuit peut aussi être vécu chez certains individus comme étant un travail diurne, un travail de jour, où à un moment donné, on vient pour faire quelque chose, on est carrément barré, complètement bloqué, il n'y a plus rien à faire. Rien à faire. Au bout de 15 minutes, une demi-heure, une heure, ou une journée ou 2 jours, ça devient normal. C'est pas tellement pratique, mais c'est un phénomène qui va se passer. Par différentes techniques, différents processus, l'homme peut arriver à balancer ses énergies, à balancer ses doses de travail pour avoir une forme d'équilibre. Alors, si on est énergisé le soir et qu'on se réveille le matin extrêmement fatigué, si l'énergie était de type astral, l'astral a joui toute la nuit pour dépenser son énergie, comme quand vous avez beaucoup d'argent, vous l'avez gagné, pas qu'on ne mérite pas, on le dépense, et automatiquement, on a une perte. Parce qu'on puise dans l'énergie vitale pour supporter le travail de l'astral au courant de la nuit. Sinon, l'énergie n'étant pas de type astral, étant de type vital ou mental, là où il n'y a pas de problème, automatiquement, il peut y avoir des transformations dans l'être-té, dans l'homme, sur ces différents plans, et automatiquement, on a un travail établi qui nous amène une fatigue. Parce que là, Daniel, si l'énergie monte très haut, juste avant que tu te couches et que tu la laisses monter encore, à un moment donné, tu n'es plus capable de dormir. Non, un mécanisme facile pour éliminer ça. Vous êtes suffisamment énergisé le soir, prenez une douche froide. Mangez une beurrée de l'épinard. Parce que c'est pas intelligent de vouloir s'endormir avec une dose trop puissante d'énergie. Le fait de perdre cette énergie lorsque l'on prend une douche, c'est pas dangereux, parce que la transformation se fait lorsque l'énergie est présente. L'éliminer pour bien dormir assure un état psychologique équilibré et sécuritaire, et on a le temps d'évoluer. Alors, ce qui fait qu'à un autre moment donné, on se réénergise, et quand on vient pour prendre son sommeil, on s'arrange pour équilibrer, diminuer par des exercices, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou par une douche, ou par certaines choses. Mais surtout pas par une discussion ésotérique ou spirituelle ou évolutive. Et là, on continue à s'énergiser. Une personne ici qui demande pourquoi, je veux dire, on a répété si souvent le mot énergie dans la première partie de la conférence. Parce que tout est question d'énergie. C'est-à-dire qu'on veut souvent, on essaie et on veut essayer de se faire expliquer des mécanismes psychologiques avec des mots qui vont avec ce que l'on connaît déjà comme vocabulaire. L'incompréhension, c'est d'accepter, par exemple, je ne dis pas que la personne pense ceci, je vous donne un exemple. L'acceptation de l'incompréhension, c'est d'accepter que de temps en temps, des êtres ne soient pas suffisamment évolués, que de par leur karma antérieur ou de par leur évolution familiale, ils ne puissent pas être aussi intelligents que nous. C'est facile à expliquer. Mais ça n'amène aucune compréhension authentique dans les mécanismes de la compréhension et de l'incompréhension. Ce sont des mécanismes énergétiques. L'énergie, on la connaît sous forme de lumière, on la connaît sous forme de pétrole, on la connaît sous forme de bien des choses. Qu'est-ce que c'est l'énergie? L'énergie, c'est le pouvoir qu'a quelque chose de transformer quelque chose et surtout de se transformer. C'est-à-dire que l'énergie, c'est le pouvoir même de la transformation. Lorsqu'il y a transformation, il y a eu travail de l'énergie. Il y a eu expression de l'énergie. Pourquoi le pétrole est-il une énergie? Parce que le pétrole, si on met le feu là-dessus, le feu est une énergie aussi, il y a transformation et transformation dans la matière. Pourquoi l'eau est-elle une énergie? Parce que l'eau est capable de pousser des choses, donc elle est une énergie, elle peut transformer. Lorsque l'eau fait tourner une turbine, elle est une énergie et on crée une deuxième énergie, l'électricité, qui peut faire transformer encore une fois la matière.
L'énergie, c'est un mot extrêmement vague, qui est aussi compliqué à comprendre que le mot Dieu. Et vu qu'il est aussi difficilement compréhensible, on a souvent associé énergie à Dieu. Ce qui n'a pas clarifié quoi que ce soit dans la tête de la personne, mais ce qui a pu la rassurer un petit peu. L'énergie, c'est un mot qui désigne le résultat visible d'une transformation. Si je frappe la table à une vitesse extraordinaire, je vais finir par faire chauffer les molécules de ma main et du papier. Donc, je crée de l'énergie. Je ne crée pas de l'énergie. C'est de l'énergie, et cette énergie, c'est-à-dire que cette matière devient énergie lorsqu'elle transforme quelque chose. L'homme est une énergie, parce que l'homme transforme. Un bulldozer, lorsque ça tasse la terre, c'est une énergie qui travaille. L'énergie du pétrole, du mazout dedans le bulldozer, fait transformer la matière, c'est-à-dire qu'il imprime un mouvement au piston du moteur, et tout cela se transforme. Le bulldozer est une énergie. Le volcan est plein d'énergie parce qu'il a une possibilité potentielle immense de transformer la matière, donc de s'exprimer. Tout est relatif, tout est relié à l'énergie. Dans la compréhension, ce qui fait que vous comprenez, c'est que vous êtes en train de comprendre. Lorsque vous comprenez, vous comprenez. Lorsque vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Il n'y a rien d'autre. Et pourquoi? Parce que si vous avez tel genre d'énergie, elle s'exprime sous forme de la compréhension. Et lorsque vous n'avez pas ce genre d'énergie, elle ne s'exprime pas, donc vous n'avez pas la compréhension. Le mot énergie revient souvent parce que c'est le seul mot qui pourrait être mis en parallèle au mot Dieu lors d'une certaine époque, mot qui est trop bafoué aujourd'hui, qui pourrait, lui, être placé en parallèle avec le mot vie, vie qui est encore une fois trop bafoué. Alors donc, l'énergie, c'est compliquément l'expression d'une transformation dans la matière. Tout ce qui a le potentiel de se transformer est énergie. Lorsque ce potentiel devient actuel, lorsqu'il se réalise, lorsqu'il s'exprime, on voit l'effet de l'énergie. Donc, on a de l'énergie potentielle et de l'énergie actuelle. On a de l'énergie non exprimée et de l'énergie exprimée. L'homme ne peut pas concevoir l'énergie en action, l'énergie qui s'exprime. Ce qui fait que jamais vous allez être capable de saisir l'instant où vous êtes en train de comprendre. Vous allez pouvoir saisir le temps où vous ne comprenez pas, le temps où vous comprenez. Ça a l'air de l'instantanéité. L'homme ne vit pas dans l'instantanéité, il ne peut donc y goûter. Le mot énergie revient souvent parce que c'est le fondement même. Et si l'on veut comprendre ce qu'il se passe, on doit essayer de l'aborder par le mécanisme qui le régit et dans la matière, dans le temps, dans le domaine évolutif de l'homme, tout est énergie. Pas moralement, réellement. Tout a le potentiel d'être transformé et de transformer. Tout est donc énergie. Si l'eau est une énergie parce qu'elle fait tourner des turbines, plaçons 1 million d'êtres humains en queue leu et faisons-les tomber sur les turbines. Ça va tourner aussi vite. L'homme est énergie. Et pas seulement figuré, totalement. Et surtout l'homme, parce que l'homme transforme tout. Mais l'homme, à l'intérieur, peut être transformé, il est donc énergie potentielle. Et lorsque l'homme est transformé, c'est de l'énergie actuelle. C'est un mot compliqué. On va devoir, si on veut comprendre à un moment donné les mécanismes qui régissent l'évolution de la planète et de nous-mêmes en tant qu'individus, aborder ce mot de plus en plus souvent et arriver à le comprendre. Dans l'énergie, on a l'énergie physique qui s'exprime dans la matière et différents niveaux d'énergie pour pouvoir comprendre les différentes expressions potentielles et actuelles de l'énergie dans la matière. On demande ici, qu'est-ce que l'intelligence par rapport à l'énergie? L'intelligence, c'est de l'énergie. La différence, c'est que, je vous parlais justement des niveaux d'énergie, on a un niveau aberré, on a un niveau intelligent. L'intelligence ne va pas avec intellect. L'intellectuance, c'est de l'intelligence colorée par l'émotion. L'intelligence est une énergie qui n'est pas assujettie à être colorée par vos émotions. Donc, quand elle rentre chez l'homme, elle rentre et elle reste pure ou elle ne rentre pas.
C'est donc une énergie que nous appelons intelligence pour pouvoir communiquer. Lorsque nous parlons d'énergie aberrée, comme de l'énergie, par exemple, émotive, de l'énergie de désir, nous ne parlons pas d'intelligence pour la simple raison que cette énergie, elle est facilement colorable. D'ailleurs, c'est la coloration même. L'intelligence, énergie, c'est la même chose, sauf que l'intelligence, c'est une énergie qui vibre sur un taux plus élevé, une énergie qui, de par son expression vibratoire, ne peut être attirée que par un taux vibratoire similaire, l'énergie mentale par exemple, et qui ne peut pas être déformée tant qu'elle reste intelligente par l'énergie de l'astral, l'énergie émotive. L'intelligence, c'est de l'énergie. Lorsque nous employons le mot intelligence, nous parlons surtout d'une énergie qui n'a pas besoin pour s'exprimer de l'expérience énergétique mémorielle de la planète. Donc, lorsque nous parlons d'intelligence, nous parlons surtout d'énergie extraplanétaire, d'énergie supramentale. Supramentale parce que supérieure en vibration au plan mental, et le plan mental est le plan supérieur de vibration de l'échelle planétaire. L'intelligence, c'est quelque chose qui rentre chez vous et qui ne peut souffrir la diplomatie. Il n'y a pas de juste milieu entre l'intelligence, il y a ce que c'est et c'est tout. C'est de l'intelligence, l'énergie. L'énergie qui s'impose, mais qui est intelligente, donc qui ne s'impose pas. C'est-à-dire qu'elle ne forcera pas son entrée chez quelqu'un qui ne peut pas la recevoir, mais lorsqu'elle est entrée, elle s'impose, c'est-à-dire qu'elle va vous manipuler d'une façon correcte, d'une façon intelligente et d'une façon qui ne peut pas connaître la diplomatie envers vous. Lorsque l'émotion vient s'exprimer chez l'homme, l'émotion connaît la diplomatie. Mais l'énergie intelligente, l'énergie qui n'est pas assujettie à la coloration planétaire, l'énergie supramentale, lorsqu'elle pénètre chez l'homme, elle oblige l'homme à agir selon la conscience qui va naître chez lui. Cette énergie ne peut pas être colorée. L'énergie descend chez l'homme, elle laisse une trace dans l'expérience de l'homme et l'énergie disparaît. L'homme va vivre avec cette trace, cette mémoire d'illumination supramentale pendant un laps de temps où il pourra assimiler, c'est-à-dire où cette énergie mémorielle va avoir le temps de transformer légèrement l'énergie de l'astral et, par le fait même, énergiser le mental. Lorsque ce travail est fait, l'ajusteur de pensée, le diaphragme énergétique supramental, se rouvre un petit peu, encore un peu plus d'intelligence descend. Lorsque nous parlons d'intelligence, nous ne parlons pas du processus qui permet à l'être humain de se servir de sa faculté mémorielle d'une façon plus rapide. C'est-à-dire qu'une personne intelligente, dans le contexte social, désigne une personne qui a de la mémoire. Et l'intelligence que moi je parle, c'est une intelligence qui n'est pas reliée à la mémoire, qui n'est pas dépendante de la mémoire. Lorsque l'énergie intelligente descend chez l'homme, l'homme n'a pas l'expérience d'un phénomène, mais il en a la connaissance instantanée. Cette connaissance, il va la transformer en expérience dans son début, et à un moment donné, il va être capable de la laisser intégrale, c'est-à-dire que la connaissance descend, elle n'est pas expérimentée par l'homme, elle est exprimée par l'homme. Donc, elle n'est pas mémorisée, ce qui fait que cette intelligence ne devient pas de la connaissance expérientielle, et l'homme ne recherche pas à connaître l'intelligence. Lorsque l'homme recherche à connaître l'intelligence, il essaie de transformer quelque chose d'instantané en quelque chose de mémoriel pour le mettre dans son sac à dos de connaissances pour pouvoir se dire « j'en sais plus ». Lorsque l'intelligence veut travailler et peut travailler en collaboration avec un homme, l'intelligence donne instantanément et continuellement à l'homme la connaissance ou le savoir qu'il a besoin quand il en a besoin. Donc, l'homme qui est en relation avec l'intelligence supramentale n'a pas besoin d'expérimenter l'énergie, il n'a besoin que d'exprimer l'énergie. Je sais, je le fais, je l'oublie. Pourquoi le mémoriser? Lorsque je vais encore avoir besoin de cette connaissance, elle va m'être redonnée. Donc, on n'est plus assujetti à la mémoire, on est intelligent de cette façon. Sinon, on est intellectuant, c'est-à-dire que c'est une coordination bien faite, logique, de nos informations qui nous amène la compréhension. Et ce mécanisme est donc tributaire de la dose d'énergie nécessaire au niveau du plan mental pour nous amener de l'incompréhension à la compréhension. C'est différent du travail fait par l'intelligence active
par l'énergie supramentale. L'énergie supramentale descend de toute façon continuellement sur l'homme, surtout au niveau du Québec et de la partie est de l'Ontario, et que l'homme le sache ou non, le travail sur Terre, et l'homme n'a pas besoin de rechercher le contact avec l'énergie supramentale. L'homme n'a besoin que d'essayer de percevoir, de discerner le travail de l'énergie supramentale et le travail de l'astral, donc d'acquérir le discernement. Une personne ici qui t'envoie de l'énergie. Je vous ai entendu souvent, c'est la première fois que vous dégagez une énergie douce. Pourquoi? Très bonne conférence. Bon, premièrement, parce que certains sujets nécessitent certaines formes d'énergie pour pouvoir permettre leur transmission. D'autres formes de sujets ou d'autres formes, disons, de conférences nécessitent une autre dose d'énergie. Une chose qui est certaine, c'est plus le public est prêt à entendre, moins on est obligé d'émettre de l'énergie pour endormir ceux qui ne sont pas prêts. Et quand je parle de prêt, je ne parle pas, encore une fois, de snobisme ou de contexte psychologique, je parle simplement de dose, de niveau d'énergie. L'énergie qui présentement est communiquée, l'énergie qui m'ajuste, est une énergie légèrement différente des énergies habituelles parce que le sujet nécessite une énergie différente et parce qu'il permet la compréhension de ce sujet par ce genre d'énergie. De toute façon, personne présentement ne me connaît et on ne connaît pas encore l'énergie qui m'habite. À un moment donné, beaucoup plus tard, on va finir peut-être par connaître ce genre d'énergie. Mais présentement, disons que je transmets une énergie qui est une énergie supramentale et je peux évidemment, disons évidemment pour moi, me mettre en relation avec différents ajusteurs de pensée. Ce qui n'est pas l'apanage, évidemment, de la majorité d'entre vous. Donc, selon l'ajusteur avec lequel je me mets en relation, l'énergie communiquée est de l'énergie différente. Vivre au jour le jour, ne pas combattre l'énergie d'autrui et celle que l'on reçoit, est-ce une forme de lymphatisme? Vivre au jour le jour, vivre l'instantanéité, vivre le millième de seconde au millième de seconde, c'est quelque chose qui va être atteint par l'homme. On l'a enseigné, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas enseigné, mais cela a pénétré les enseignements diffusés pour la simple raison qu'à un moment donné, une personne le vivait. Le vivant, elle l'a exprimé, l'exprimant, on l'a mis dans l'enseignement et on l'a enseigné. Vivre au jour le jour, si c'est quelque chose que l'on prend pour pouvoir s'en servir, si c'est une espèce de philosophie de vie, cela peut être dangereux, cela peut devenir une espèce d'inertie dans la vie. C'est-à-dire que vivre au jour le jour, c'est un concept qui est bon, mais qui doit être vécu par la personne et non pas seulement exprimé parce qu'elle croit que cela va créer un cadre qui va être correct. Exemple, moi je vis dans l'instantanéité, mais cela ne m'empêche pas d'envoyer mon chèque d'assurance à la bonne date. Donc, de prévoir dans l'avenir, même si je vis l'instantanéité. Vivre le jour, si cela veut dire fermer ses portes à tout ce qui peut arriver parce qu'on se dit que j'ai en masse de problèmes. Alors, tant que mon enfant ne s'est pas fait mettre dehors de l'école, je ne le règle pas. Je vis au jour le jour, et à un moment donné, mon auto tombe en panne, ben là, c'est le temps de la faire réparer. Je suis assujetti à souffrir. Moi, vivre au jour le jour, cela veut dire ne pas mettre d'énergie. Cela veut simplement dire vivre dans l'instantanéité. Donc, ne pas avoir peur du lendemain, ne pas créer le lendemain, ne pas cristalliser le futur pour voir ce futur brisé et changer et encore une fois souffrir. Cela veut dire ceci. Mais évidemment, une personne qui vit dans l'instantanéité, une personne, disons, qui vit au jour le jour, elle est capable, au jour le jour, de prévoir les jours qui vont venir. Mais non pas de les prévoir d'une façon désastreuse, d'une façon noire et de se mettre des problèmes sur le dos. Vivre au jour le jour veut premièrement et surtout dire ne plus vivre avec les problèmes du passé. Surtout. L'avenir, il faut en prendre connaissance. Une chose passée qui n'est pas réglée est donc une chose à venir. Il faut en prendre connaissance. Mais ce qui est passé devrait être coupé au couteau et abandonné. Je vis dans l'instantanéité, mais je me présente à ma conférence.
parce que c'est prévu. Si je suis instantané, je suis en pleine forêt, et puis, bon, on est bien ici. C'est instantané. Mais je ne pourrais pas vivre instantané longtemps. Le café instantané, vous connaissez terrible, une fois qu'il est instantané. Alors donc, au jour le jour, c'est simplement le fait de ne pas mettre d'énergie astrale dans l'avenir. Cela veut dire ne pas envisager un hyper bel avenir ou un avenir absolument dégueulasse. Cela ne veut rien dire on ne met pas d'énergie à orchestrer notre avenir d'une façon émotive. Je vis au jour le jour d'une façon émotive. Vivre au jour le jour, cela est obligatoire, mais absolument incompris et fait par le plan de l'astral, le plan de l'émotion, le plan de la psychologie. Mais ce critère ne s'adapte pas à l'énergie mentale. L'énergie mentale ne doit pas être reléguée dans la sphère quotidienne. Il doit pouvoir être utilisé dans la sphère quotidienne, mais il doit pouvoir aussi envisager les possibilités de l'avenir. L'homme va devenir conséquentiel, l'homme va donc comprendre les mécanismes de l'avenir lorsqu'il sera mental. Non pas lorsqu'il sera émotif. Vous êtes émotif et la conséquentialité de l'avenir, vous ne la connaissez pas. Vous l'envisagez et vous manquez souvent votre coup. On doit vivre au jour le jour d'une façon émotive et psychologique. C'est-à-dire que je ne commence pas à exprimer un bonheur parce que mon fils revient de voyage dans 3 jours. Parce que s'il n'arrive pas à la date, je vais avoir des problèmes. Donc, mentalement, je prévois qu'il va être là dans 3 jours. Donc, je me prévois un laps de temps pour pouvoir aller le chercher à l'aéroport. Un laps de temps pour vérifier l'arrivée de l'avion avant de partir. Un laps de temps pour me sauver du temps lorsque cette probabilité future va devenir une actualité présente. Mais pas au niveau émotif. Peut-on obtenir de l'énergie par quelque chose en particulier? Exemple, dans la nourriture, je pense qu'on en a parlé un petit peu. Si on fait attention à conserver son énergie, peut-on en avoir autant à 60 ans qu'à 40 ans? Si on fait attention et que l'on conserve son énergie, on ne peut pas en avoir autant à 60 ans qu'à 40 ans, on en aura beaucoup. L'homme canalise et récupère continuellement de l'énergie, et ça, vous pouvez l'expérimenter, vous en gaspillez, vous en récupérez. Gaspillez-la pas, elle s'additionne, et c'est ce processus d'addition qui finit par énergiser suffisamment la personne pour qu'elle arrive à des niveaux d'énergie de compréhension supérieurs. Autrement dit, présentement, ceux qui se conscientisent essaient d'économiser leur énergie. Et donc, ils essaient d'en gaspiller moins qu'ils en ramassent, donc c'est énergie. Et s'énergisant, ils finissent par atteindre des niveaux de compréhension supérieurs et différents. Plus la personne cumule de l'énergie, plus elle se dynamise, donc plus elle risque d'arriver à la compréhension. Maintenant, dans la nourriture, il y a certaines formes d'énergie. La seule énergie bénéfique à l'homme, c'est l'énergie physique et l'énergie vitale. L'énergie physique, donc la matière, les minéraux, les protéines, toutes ces substances que l'on va récolter dans la nourriture, on en a besoin. C'est de l'énergie matérielle. Dans la nourriture, on a aussi de l'énergie vitale, c'est-à-dire de l'énergie qui va venir nous dynamiser. Différentes techniques de respiration, différentes techniques de vie permettent à l'homme d'arriver à pouvoir capter plus d'énergie et en gaspiller moins. Gaspiller moins de l'énergie, cela dépend du plan mental, c'est lui qui va le régir. Capter de l'énergie peut être contrôlé par la psychologie qui a une tendance incoordonnée et inconditionnelle à vouloir s'améliorer. Donc, on peut capter de l'énergie. La drogue amène certaines formes d'énergie qui dynamisent le corps de l'homme, mais hélas, elle dynamise aussi le corps physique, en plus du corps vital et astral, ce qui amène une dépendance. Et l'évolution de l'homme doit se faire en excluant tous les dépendants. Donc, malgré que certaines drogues pourraient énergiser un laps de temps une personne pour l'amener dans des plans de conscience supérieurs, cette drogue va par la suite la garder captive dans le plan matériel le restant de ses jours. Et par après, elle va reprendre la drogue pour retourner dans le plan de la conscience, mais c'est un plan qu'elle voit, mais qui ne lui appartient pas. Elle appartient à la drogue. Donc, même si elle a vu, elle est maintenant dépendante de cette drogue et elle va rester assujettie au plan matériel. Donc, différentes substances augmentent le taux vibratoire, comme l'encens l'augmente légèrement, mais
l'homme doit l'augmenter de par sa propre énergie et non pas en le recherchant. La seule énergie, les deux seules énergies utiles et essentielles à l'homme sont l'énergie de la matière et l'énergie vitale. Les énergies, l'homme n'en est pas dépendant parce qu'elles se trouvent partout. Et se trouvant partout, on n'en dépend pas. Dernière question. Lorsque je viens écouter des conférenciers, je ne comprends pas toujours. On m'a dit que ce n'était pas grave. Pouvez-vous m'expliquer? C'est la première fois que je vous entends. Ce n'est pas la dernière. Merci. Ben, je crois que c'était le sujet de la conférence de ce soir. Le fait qu'une personne s'énergise l'amène à la compréhension veut pas. À fuir la place pour plus jamais revenir. Si l'énergie lui amène cette compréhension, comme à comprendre clairement ses problèmes ou d'autres choses. La compréhension que la personne va avoir ne me regarde pas, elle la regarde. Mais qu'une personne ne comprenne pas tout ce qui est dit, cela est totalement normal, surtout lorsque l'on vient pour la première fois, étant donné que le langage n'est pas un langage spirituel, c'est un langage précis, un langage qui se veut efficace. Donc, lorsqu'on n'a pas nécessairement le vocabulaire immédiatement, on ne peut pas tout comprendre. Mais effectivement, la personne qui lui a dit que ce n'était pas grave avait raison, parce qu'énergétiquement, elle reçoit ce qu'elle est venue chercher. Même si elle n'en a pas la conscience, autrement dit, la compréhension. Donc, il n'y a aucun problème de ne pas nécessairement tout comprendre. C'est sûr qu'après un an, si vous venez régulièrement et vous ne comprenez pas, peut-être qu'on ne parle pas la même langue.